terroristes trouvent refuge dans nos parcs lorsque leur sécurité est menacée au Niger ou au Burkina Faso. Ils viennent s'installer au cœur de nos territoires, dans les parcs W et Pandjari. Là, ils mangent, boivent, se ravitaillent par hélico et se réorganisent. Ils s'approvisionnent aussi en carburant et en vivres au Nigeria, transitent par le Bénin et repartent frapper ailleurs. Tout cela sous le regard bienveillant du ONG, African Pact Effort, et avec la complicité de notre propre gouvernement. Si vous demandez à Patrice Talon s'il connaît la position exacte des terroristes, il vous dira oui. Il les connaît. Il sait où ils sont et qu'ils sont protégés par APN. Il sait aussi que les Français ont des informations et nourrissent ce fléau. Mais aux forces de défense et de sécurité, la réponse est non. Nous, les vrais acteurs de la lutte, ne savons rien. Depuis l'installation de APN, le Bénin est devenu une plaque tournante pour le terrorisme, un territoire de transit et de repos pour ces groupes. Ils frappent nos positions lorsque cela leur enchante. Les policiers et les militaires sont empêchés d'intervenir, de pourchasser même un petit délinquant au-delà des limites des parcs, sous peine d'être sauvés et mitraillés au besoin. L'APN a aussi ses propres armes légères comme gourdes et est devenue une force parallèle, opérant dans ce que j'appellerais la République privée W Pandjari d'un seul homme, Patrice Talon. Tout ce que nous, militaires et policiers, savons faire, c'est de tourner autour du bac, installer des points fixes, miradors et quelques bagues isolées aux périphéries et attendre que la mort vienne nous surprendre. Ces points appelés points fixes ne sont rien d'autre que des points suicidaires où chaque instant peut être le dernier. Vous y attendez patiemment d'abord, car une balle peut siffler à tout moment. Venant de nulle part, la mort au début de chaque lieu. Les points de passage sont des sites privilégiés. C'est là que passent les armes, les munitions, du camion, les motos, le commerce illicite. Et vous n'avez pas le droit d'interpeller, d'arrêter ni de fouiller aucun véhicule, ni une moto ou un passant suspect. Vous n'avez même pas le droit de faire une simple opération de contrôle de pièces. J'y ai passé des jours et des nuits sur ces points suicidaires. J'ai vu des camarades, des amis, des compagnons tomber à chaque embuscade, chaque explosion, chaque assaut. Le pire pour moi fut celui du point fixe de Bangoum, où 2 camarades ont été réduits en 1000 morceaux. Et pourquoi? Pour veiller sur un territoire devenu inaccessible. Un territoire où l'État béninois n'a plus de pouvoir et où se trouve le paradis des terroristes. Un territoire où même l'accès est interdit aux forces de défense et de sécurité. Chers compatriotes, la situation sur le terrain est pire et vous avez le droit de tout savoir. J'ai passé environ 2 ans au front sur des positions difficiles et stratégiques comme Angaradini, qui a subi plusieurs attaques. Gungun, Bangoum, Bogo, Monse, Lafia, Karibama, etc. Et les 2 points triples, encore plus dangereux. Le premier, Bénin, Niger, Nigeria. Précisément à Iloua. Là-bas, avec mes hommes, nous avons tenu la ligne contre des attaques de Boko Haram et d'autres groupes armés. Le deuxième point triple, Bénin, Burkina Faso, Niger. Avec comme base Founougou, nous avons affronté le vent glacé, l'insécurité permanente. Nous avons dormi à la belle étoile, sans casque ni gilet pare-balles pour tous. Là-bas, nous avons reçu une alerte claire de la part des populations et compatriotes Rangers du rassemblement d'un groupe de 100 terroristes environ à l'intérieur du parc W. Ces derniers sont déjà engagés et sont sur le point d'attaquer l'une de vos positions, disait l'alerte. La question est, qu'avions-nous fait pour empêcher cela? Rien. Pouvions-nous aller à l'offensive? Non. Pourquoi? Parce que le territoire nous est interdit. Ce soir-là,
mercredi 8 janvier 2025, il y eut des attaques meurtrières sur une position militaire où toute la section fut non seulement décimée, mais aussi brûlée. Attaque revendiquée par le GSIM affilié à Al-Qaïda. Une semaine plus tôt, pendant que j'étais retiré dans les tranchées avec mes hommes, sous un vent extrêmement glacial, l'un d'entre eux reçoit un appel vers 3 h du matin. On venait juste de lui annoncer le décès de son enfant unique. Le gars se met à hurler et à pleurer à chaudes larmes. Miracle est morte. Ma fille unique est décédée. Je dois partir, hurlait-il. Elle était malade depuis un mois déjà et je n'ai pas eu l'occasion de la voir une seule fois. Ma femme ne me pardonnera jamais. Son chagrin était un torrent qui nous a tous submergés. Autour de lui, mes hommes le regardaient et se regardaient, immobiles, le cœur serré. Il n'y avait pas de mots assez forts, pas de gestes assez justes pour apaiser sa douleur. Mais dans cette nuit glaciale, je savais que nous devions tenir malgré tout. Je me suis rapproché de lui dans les tranchées, d'une main ferme. J'ai attrapé son cou et j'ai appuyé son front contre le mien. Un geste de fraternité, un geste pour lui rappeler qu'il n'était pas seul. Je lui ai dit, mon brave, mes condoléances, courage. Mais que sont ces mots devant la mort de mon enfant? Il semblait si dérisoire. Mais c'était tout ce que je pouvais lui offrir. Je lui ai dit, regarde autour de toi. Nous sommes tous ici, loin de nos familles. Moi-même, cela fait 9 mois. 9 mois que je n'ai pas vu les miens. 9 mois. Et pourtant, nous sommes tous dans le même pays. Tu sais que tu ne peux pas quitter le dispositif comme ça. 2 de nos hommes sont à l'hôpital pour des problèmes de hanches et de colonne vertébrale. Et si toi aussi, tu pars maintenant, cela nous exposera encore davantage. Alors tiens bon, mon frère, tiens bon. Mais pour l'instant, silence. Sinon, l'ennemi va nous débusquer. Un silence de plomb s'est installé après cela. Pas un mot, pas un souffle. Mais dans ce silence,